C'est vrai que pour la plupart des gens ne se retrouvent pas dans ces cas de figure-là, mais si jamais tu devais choisir entre un visa étudiant ou un visa regroupement familial pour voyager, lequel est-ce que tu choisirais? Et surtout, sur quoi est-ce que tu te baserais pour faire un choix entre les deux? Parce que bien évidemment, on ne peut pas voyager avec les deux en même temps. Et si on a la possibilité, il faudrait bien faire un choix. Alors dans cette vidéo, je te donne la possibilité de pouvoir avoir plus d'éléments dans ton choix, comprendre les pour et les contre de l'un ou de l'autre, afin de donner de la pertinence et de la consistance à ton choix si jamais tu te retrouves dans ces cas de figure-là. Mais avant tout ceci, générique. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Moi c'est Herman, je suis un joueur métier. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'écosystème de l'épanouissement de la jeunesse. Alors aujourd'hui la thématique est simple. Et si on devait choisir entre un visa étudiant pour voyager ou alors un visa regroupement familial, qu'est-ce qu'on ferait comme choix? Et surtout pourquoi on choisirait l'un ou l'autre? Aujourd'hui je vais tenter de par mon expérience et l'expérience des gens que je connais autour de moi, de te donner des éléments pour pouvoir donner de la pertinence à ton choix, pour pouvoir donner de la consistance en fait à ton choix, si jamais tu te retrouves dans ces cas de figure-là. Mais je tiens à préciser que je ne vais pas aller vraiment au cœur du sujet, sur ci ou sur ça. Je vais vraiment essayer de te donner des éléments pratiques dont on a besoin au quotidien finalement quand on est dans une situation ou dans une autre. Donc reste ici jusqu'à la fin. Surtout abonne-toi et partage avec tous tes amis que tu penses qui pourraient se poser cette question-là un jour ou un autre. Déjà, on va commencer par une chose, la définition. Alors, le visa étudiant. C'est quoi le visa étudiant? Le visa étudiant, en fait, c'est le cachet, c'est un tampon qu'on met dans ton passeport pour te permettre d'aller d'un pays A à un pays B avec pour objectif étudier. C'est ça, un visa étudiant littéralement. Donc par exemple, on va prendre le cas de quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui vit en Côte d'Ivoire et qui aimerait poursuivre ses études en France. Alors, essentiellement, ça va se passer au niveau du bac, de la licence, on va dire du moins d'un changement de cycle en fait. C'est-à-dire, on a le cycle du bac, le cycle licence, le cycle master. Donc, pour venir postuler au diplôme suivant. Donc, les gens peuvent venir postuler ici pour des licences, pour des masters et pour des doctorats. Par exemple, et généralement ces visas étudiants-là ont pour but de retourner après, c'est-à-dire ce sont des visas qui ont pour validité la durée des études. Donc quand on dit un visa étudiant, quand on vient pour les études, à la fin des études, techniquement, on est censé rentrer chez soi. C'est ça le visa étudiant. Maintenant, quand on dit visa regroupement familial, ça veut dire que on a une partie de la famille dans un pays B et l'autre partie dans un pays A. L'idée c'est de regrouper les deux familles dans l'un des deux pays. Alors, on va encore reprendre notre ami de la Côte d'Ivoire. Imaginons cette fois-ci une jeune fille en Côte d'Ivoire dont les parents sont en France et que les parents voudraient que l'enfant vienne habiter avec eux. Alors, ils vont faire ce qu'on appelle une procédure de regroupement familial pour regrouper et remettre la famille ensemble, entre guillemets. Et donc, cette procédure-là va aboutir sur un visa de type regroupement familial pour venir retrouver sa famille, notamment en France. Donc voilà déjà pour ce qui est de la définition de ces deux visas. Maintenant, on va commencer sur les premières différences, notamment au niveau de la demande de visa. Je vais prendre en exemple la France et l'Italie, qui sont les deux pays que je connais assez bien dans ces deux cas de figure-là. Alors, par exemple, dans la demande de regroupement familial en Italie, il y a un seul élément qui est très clé. C'est le lien de parenté qui ne se justifie que par un test ADN. Clairement, il n'y a rien à dire à ce niveau. Pour faire un regroupement en Italie, vous devez obligatoirement passer par la case test ADN. Dès lors qu'il y a le test ADN, vous êtes quasiment sûr que derrière, vous aurez votre visa. Et il faut également remplir quand même quelques petites conditions comme les moyens de subsistance, le logement, c'est-à-dire l'endroit où la personne qui va venir vivra. Si par exemple, imaginons que vous êtes un parent qui avait un enfant à la maison et que vous voulez faire venir un autre enfant mineur, bien évidemment, parce qu'il faut quand même que la personne qu'on ramène soit mineure ou alors soit notre parent.
Dans ce cas de figure-là, ça peut également marcher, ou un conjoint. Mais imaginons le cas de figure de l'enfant, tout simplement, parce que dans le cas du conjoint, c'est le mariage en fait, c'est le lien de mariage qui fait venir. Et dans le cadre des parents, c'est le test de paternité qui montre en fait, en l'occurrence, que c'est notre enfant. Alors, maintenant, imaginons donc on veut faire par exemple venir un enfant qui est du sexe opposé à l'enfant qu'on a déjà à la maison. On est obligé par exemple d'avoir 2 chambres séparées. Tout simplement, ce sont des petites conditions comme ça qu'il faut connaître. Mais en général, si vous avez réussi le test de paternité ou le test ADN, ou alors si vous êtes marié et que vous avez des conditions de subsistance valides en Italie, c'est sûr que vous aurez votre visa de regroupement familial. En France, c'est un tout petit peu différent. Il n'y a pas besoin de test de paternité. Par contre, il y a besoin des documents, de tout ce qui va être souche et des documents, en fait, de la procédure, des papiers qui montrent justement que la personne fait partie intégrante de votre famille, tout simplement. En Italie, la procédure prend à peu près 6 mois à 1 an. De ce que je sais, peut-être que ça change, après tout ça change chaque année, mais on va dire disons 6 mois à 1 an. En France, c'est un tout petit peu plus long. C'est un tout petit peu plus long. Bien évidemment, il y a encore d'autres détails qui pourraient rentrer en ligne de compte. Je vous invite à aller par exemple sur le site Campus France pour regarder comment ça marche un peu là-bas, ou du moins sur le site de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, comme c'était notre cas. Je vous invite à aller dans le site de l'ambassade de France dans votre pays et vous verrez comment ça marche dans d'autres cas de figure. Mais pour les visas étudiants, c'est un peu différent. Par exemple, pour la France, on va sur Campus France, on regarde les universités, on postule. Si les universités nous acceptent, on dépose de la garantie, on paye les frais de scolarité, on paye le nécessaire et on a notre visa étudiant. Donc c'est comme ça. En Italie, vu qu'en Italie on parle italien, il faut d'abord passer le diplôme de langue, équivalent à un diplôme B2 tout simplement, qui est le niveau minimum requis pour pouvoir accéder aux universités italiennes. Donc dès que vous passez votre B2, vous allez maintenant passer à un entretien, un colloque comme ils appellent, un entretien à l'ambassade d'Italie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et bien d'autres, pour expliquer qu'est-ce que vous allez faire en Italie, quel est votre projet d'études, et vendre en fait votre projet entre guillemets. Si votre projet est cohérent, si ça tient la route, alors vous aurez le visa pour aller en Italie bien évidemment. Dans les visas d'études, il y a un truc qui est clair. Plus vous avez une meilleure note et moins vous êtes âgé, plus vous aurez de chances d'obtenir votre visa. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous avez 35 ans et vous avez 15 au bac, ça va être un tout petit peu compliqué. Si vous avez 17 ans et vous avez 17 au bac, vous êtes quasiment sûr d'être pris dans tous les pays où vous demanderez un visa d'études. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez une très bonne note, que vous êtes entre guillemets comme un génie, et bien, tout le monde veut vous prendre parce qu'on connaît le potentiel. Mais bien évidemment, sous réserve qu'à la fin de vos études, vous allez rentrer. Mais plus tard dans une vidéo, on verra que la plupart des gens qui viennent étudier à l'étranger ne rentrent pas forcément, ou du moins pas toujours. Une fois qu'on a voyagé et qu'on est arrivé dans l'un de ces pays, que ce soit la France et l'Italie pour les cas que je connais le mieux, mais je vous invite également à vous renseigner un peu sur internet et vous allez avoir pas mal d'informations. Et si vous voulez qu'on travaille particulièrement sur un pays en précis, dites-le moi en commentaire, nous allons travailler dessus. Je vais faire toutes les recherches et même inviter 1 à 2 personnes du moins qui sont dans ces pays-là sur la chaîne pour qu'ils parlent un peu de comment ça marche. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, pensez à la barre des commentaires, elle est faite pour ça. Et puis ça nous aide aussi dans le référencement, il ne faut pas le nier. Voilà. Donc en fait, alors quand on arrive avec un visa étudiant, naturellement quand on a un titre de séjour, c'est un titre de séjour étudiant. Un titre de séjour étudiant, c'est complètement différent parce que de l'autre côté, quand on arrive, on a un titre de séjour résident dans le cadre familial. En l'occurrence, en France, on appelle cela vie privée familiale, tout simplement. On savait dire qu'on a un titre de séjour qui n'est pas limité dans le temps, enfin, qui se renouvelle tous les 2 ans, par exemple. Mais tant qu'on est en règle, c'est-à-dire, je sais pas, qu'on ne commet pas de crime ou je ne sais pas trop quoi, tant qu'on n'a pas de souci à ce niveau-là, on renouvelle notre titre de séjour sans souci. Alors que le titre de séjour étudiant, sa validité est intrinsèquement liée aux études qu'on est en train de faire et parfois même est conditionnée par les crédits obtenus. Donc, on peut comme ça perdre ses papiers quand on est étudiant et qu'on ne donne pas forcément ses crédits à l'université. Ça peut rapidement être problématique et on perd ses papiers et on se retrouve du jour au lendemain sans papier. Ça, c'est déjà le premier désavantage que pourrait avoir un titre de séjour étudiant sur un titre de séjour de regroupement familial. C'est un premier cas. Maintenant, ensuite, une fois qu'on est sur le territoire également, quand on a un titre de séjour étudiant, dans la plupart des cas, prenons par exemple le cas de l'Italie,
les premières années, on a systématiquement droit à la bourse. Et à partir de la deuxième année, on a droit à la bourse qu'à condition d'avoir donné un certain nombre de crédits et ainsi de suite. Donc, la bourse, tout comme le titre de séjour, sont renouvelés essentiellement à la condition d'avoir un certain nombre de crédits. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est 20 crédits en l'année en Italie. Et en France, la bourse est beaucoup plus liée, un, au revenu, mais deux, également, au crédit également. Normalement, en France également, il y a des bourses, mais en France, il y a beaucoup moins de bourses qu'en Italie. Et l'accès est un peu plus compliqué parce qu'en France, il y a pas mal de jobs d'étudiants. Disons que c'est assez démocratisé à ce niveau-là et c'est un peu plus compliqué d'obtenir des bourses tout simplement parce qu'il y a pas mal d'aides. Quand on a compris un peu comment le système marche, on peut réussir comme ça à avoir 2-3 petites aides qui permettent aux étudiants de s'en sortir. Si moi aujourd'hui, on m'offre la possibilité, en tout cas si je devais faire chemin retour et que je devais choisir entre un visa étudiant et un visa regroupement familial, je choisirais à 100% le visa étudiant. Vous savez pourquoi? Parce que le visa étudiant a un type d'avantage que quand on vient en Europe pour étudier, je vous dis carrément à 100 000%, prenez le visa étudiant quand vous venez en Europe étudier. Bien sûr qu'il y a quand même des risques quand on a ces choix-là. Si on a la possibilité de prendre ça. Si on doute du fait qu'on veuille étudier en Europe et qu'on a un peu le doute et qu'on a des craintes et tout, prenez le regroupement familial, ça ira très bien. Mais si vous savez que pertinemment vous venez étudier, prenez le visa étudiant. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, ce qui se passe, c'est que quand on vient avec un regroupement familial, ce qui a été par exemple mon cas de figure, ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur le territoire avec des diplômes camerounais, africains en général, ou du moins de d'autres pays, qui n'ont pas été étudiés avant que vous ne voyagiez. En gros, qui n'ont pas été vérifiés, contrôlés et surtout comparés par rapport au niveau que vous allez accéder dans le pays vers lequel vous allez. En l'occurrence, mon cas, c'était la France ou encore l'Italie. Donc, quand vous arrivez, le système en place, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre diplôme, il prend les matières que vous avez vues, il essaye de comparer et il vous dit, bon, par rapport à ce que vous avez vu là-bas et les matières que vous avez vues et surtout votre âge, nous estimons que vous méritez d'aller dans telle classe. Il y a des gens qui se sont vus comme ça retirer 3 classes, 2 classes, 1 classe. Et très très rares, je dis bien très très rares sont ceux qui ont réussi à passer, par exemple ceux qui sont entrés avec le bac ou la licence, très peu sont ceux qui sont arrivés à passer comme ça là et à entrer directement dans la classe d'après. Je dis bien très peu et encore je ne connais pas, du moins jusqu'ici. Pour ceux qui ont regardé par exemple la vidéo qui a été publiée cette semaine ou du moins la semaine dernière, en tout cas sur la chaîne, avec notamment Ivana qui nous disait qu'elle avait été reculée d'une seule classe. C'est bien, elle a même eu un peu de chance parce que moi c'était un peu plus grave. Mais bon, qu'à cela ne tienne, en fait c'est tout à fait normal. Parce que par exemple, quand on vient avec un visa étudiant, ce qui se fait c'est que pour le cas de la France ou encore l'Italie, il y a Campus France pour le cas de la France et également l'ambassade d'Italie pour le cas de l'Italie en fait qui font des études directement sur le terrain. Donc, ce qui fait que quand vous montez un dossier de demande de visa étudiant, ils vont regarder votre niveau, voir si vous pouvez entrer dans les universités françaises ou italiennes directement en Europe et pouvoir suivre le cours. Ça, c'est ce qui est en théorie. Donc, ils ont fait ce travail-là en amont. Ce qui fait que quand vous arrivez ici en Europe, ils considèrent que on a déjà étudié votre dossier, vous avez le niveau pour suivre les cours en Europe, donc ils vous laissent entrer à l'université. Mais comme ce travail n'est pas fait au niveau du regroupement familial et qu'ils le font en local, et vu qu'eux, ils ne savent pas exactement comment ça se passe de l'autre côté ou du moins dans l'autre pays, dans le système éducatif, ils essayent à leur niveau par rapport aux données qu'ils ont d'adapter cela. Et à 90%, 95% de sûr, vous allez vous retrouver directement à perdre 2-3 classes. Bien sûr, il y a quelques alternatives quand même pour éviter du moins de perdre ces années-là. Moi, à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas clairement qu'on pouvait optimiser plus ou moins son parcours d'études. Aujourd'hui, en travaillant sur des questions d'orientation scolaire et professionnelle, je sais très bien comment faire pour pouvoir esquiver cela, passer outre et trouver des stratégies pour pouvoir ne pas perdre ces années-là. Mais encore une fois de plus, ça reste de l'optimisation. Je pense qu'on pourrait penser autrement si par exemple on voudrait faire jusqu'à un cycle de doctorat, ça devient compliqué. Donc comme je redis, c'est donc la raison pour laquelle si je devais choisir entre un visa étudiant et un visa regroupement familial, je choisirais le visa étudiant parce que moi je sais que je suis venu étudier et donc ce visa me correspond le mieux parce qu'il ouvre accès à énormément de choses, Quand on est étudiant, on a des jobs, on a des jobs d'étudiants, on a certains avantages, on a déjà cet avantage là en fait de ne pas perdre les classes qui peut être énorme en Europe quand on perd 2-3 ans
et qu'on voit tous nos amis avec qui on est venu, ou encore nos amis qu'on a laissés au pays, qui eux, ils avancent en côté, parfois, c'est pas forcément bien pour le psychique. Parfois, quand on nous recule de classe, ça nous fait perdre en fait l'élan qu'on avait pris au niveau de nos études. Parfois, on nous remet dans une classe qu'on a déjà passée et qu'on considère mentalement comme acquis. Du coup, on peut baisser un peu la garde au niveau du travail. Et quand on arrive maintenant dans la classe vers laquelle on était censé aller au départ, qu'on a déjà un peu freiné, on n'a plus vraiment cet élan, ou du moins cette envie, cette niaque d'étudier encore vraiment à la hauteur. Donc ça peut être pas mal. Et maintenant, je sais que beaucoup de gens vont se dire, oui, quand on a un visa étudiant, on n'a pas les papiers, machin, c'est pas considéré comme les papiers et tout. Oui, mais apprendre avec les pincettes. Pourquoi? Par exemple, si vous choisissez un métier qui a le vent en poupe en Europe, vous finissez vos études, changer les papiers ne sera qu'une formalité. Par exemple, en Italie, pour changer les papiers, c'est pas compliqué du tout. Oui, je crois que c'est normalement jusqu'à 5 000 € de revenus à l'année, ou alors d'avoir un contrat avec un revenu, d'avoir un contrat en fait avec une entreprise ou même un entrepreneur et bien d'autres choses. Pour ceux qui vivent en Italie, vous savez déjà, si vous avez un ami qui vit en Italie, posez-lui la question, il vous répondra au plus clair. Mais changer ses papiers d'étudiant en Italie, ce n'est pas la chose la plus compliquée de la Terre, qu'on soit clair. Et en France, c'est un tout petit peu compliqué, certes, mais si vous avez bien choisi votre métier, et d'ailleurs pour choisir votre métier, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière notamment, qui parlait de l'itinéraire, du moins du meilleur schéma le plus optimal possible pour avoir une meilleure orientation. Je vous invite à regarder cette vidéo et vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle dans ce sens-là. Donc, si vous avez bien fait votre choix au niveau du métier, ce sera très très facile pour vous de changer vos papiers en France parce que vous aurez certainement choisi un domaine qui recrute, un domaine qui a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et par conséquent, le jour où vous finissez vos études, vous allez trouver une entreprise qui va vous faire changer vos papiers. Donc, ce n'est même pas un problème. Et de surcroît, si vous avez un papier étudiant et que derrière ce papier étudiant, vous avez peut-être de la famille qui n'est pas très loin, ça va encore davantage faciliter votre intégration et votre changement de statut. Donc, ce n'est pas un problème quand c'est bien pensé en amont, quand c'est bien réfléchi. Par contre, avec le regroupement familial, encore une fois de plus, je vous ai expliqué à peu près ces différents éléments-là qui peuvent devenir rapidement problématiques dans un projet d'études. Si on s'était donné 5 ans, par exemple, pour faire un cycle d'ingénieur et qu'on arrive et qu'on nous dit qu'on nous recule de 3 ans, ce n'est plus 5 ans qu'il faut, c'est 8 ans. À condition que ces 3 années ne vous freinent pas. Parce que si ces 3 années-là vous freinent et que vous vous rendez compte que quand vous êtes en bac plus 2, vos amis avec qui vous étiez sont déjà en bac plus 5, mentalement, ça peut rapidement être très dur et vous donner une envie de rentrer directement dans le monde de l'emploi. Ça peut aussi baisser votre élan dans votre projet d'études et vous perdez la niaque que vous aviez au début. Donc, pensez un peu à tout ça. Mais encore une fois de plus, si vous voulez qu'on aille vraiment dans les détails de quelque chose, d'un sujet ou d'un autre lié à tout cela, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Moi, je vais me documenter, je vais m'entourer des personnes qui sont à l'aise sur ces sujets-là. On va les aborder tranquillement sur la chaîne et vous aurez d'amples informations pour pouvoir mieux prendre ces genres de décisions-là. En conclusion de cette vidéo, je ne vais pas vous dire que de choisir ce visa ou cet autre visa. Mais en fonction de ce que vous venez faire en Europe, du moins du pourquoi est-ce que vous venez en Europe, il y a un visa qui est plus adapté qu'un autre, tout simplement. Renseignez-vous du pourquoi est-ce que vous venez réellement et des risques qui vont avec. Si par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria ou en Afrique d'ailleurs, si vous aviez du mal déjà à l'école et que c'était vraiment difficile et que vous venez en Europe en vous disant que vous venez faire un cycle de doctorat, il est clair que le visa au regroupement familial peut être une bonne idée pour vous parce que vous ne savez pas où est-ce que ça va vous laisser parce que l'école était déjà dure au Cameroun et ici ce sera encore peut-être plus dur, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas sûr de votre parcours, prenez au moins la garantie des papiers. Maintenant, si derrière, si vous êtes très à l'aise à l'école et que vous voyez en train d'aller vers un parcours médecin, que vous savez que vous allez faire vos 8 ans sortir médecin, prenez un document étudiant, ça vous ira très bien et ça fonctionnera très bien pour la plupart des besoins que vous aurez. Donc voilà un peu ce que je dirais dans ce sens-là. J'espère que vous avez appris des choses durant cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le type de contenu et que vous êtes resté jusqu'à la fin. Surtout, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Herman et un jour un métier. Ciao, ciao la famille.